Bonjour à tous, Stéphane Parent, dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on va parler de relations gouvernementales. Sujet, je le sais, qui est au moins, si ce n'est pas dans votre quotidien, quelque chose que vous voyez dans votre soupe à peu près tous les jours. Je vous remets la matrice des différents enjeux en gestion de BNL. Vous allez voir en bleu que les relations gouvernementales s'installent dans l'ensemble des difficultés. Bon, peut-être pas difficultés, mais nécessité de compétences, nécessité de compréhension dans votre quotidien. J'ai la chance aujourd'hui, pour en parler, de recevoir Mathieu Lavallée, qui est vice-président d'Exponentiel. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Mathieu, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu pourquoi tu viens nous parler de relations gouvernementales ce matin. Oui, oui, merci beaucoup de me laisser la chance aussi de rencontrer les gens d'Espace OBNL à travers ça. Donc je suis vice-président et associé donc chez Exponentiel Conseil, qui est une agence de relations publiques et de relations gouvernementales à Montréal. Et on accompagne énormément d'organisations pour l'ensemble de leurs interventions en relations publiques et en relations gouvernementales et affaires publiques. Et dans ce contexte-là, on a eu l'occasion de voir, mais aussi d'aider plusieurs organismes à mieux se faire entendre du gouvernement, que ce soit donc pour faire avancer, débloquer des projets, ou que ce soit pour des demandes de financement, ou il peut y avoir de toute une sorte on va le regarder plus tard, il peut y avoir tout un éventail de raisons pour lesquelles on veut s'adresser aux titulaires de charges publiques, mais effectivement, là, ça fait partie de notre quotidien. Écoute, les relations gouvernementales, je pense que je vais mettre un petit peu de contexte là-dessus. Mhm. Premièrement, quand on va parler de relations gouvernementales, on va parler des quatre paliers, là, le municipal, le régional, le provincial et le fédéral. On ne se limitera pas, parce que dans la tête de certains, là, il y en a certains qui voient juste le Oui, gouvernement provincial dans leur soupe, là, mais il y a d'autres niveaux qui ont une influence, là. Puis aussi, on va en parler en fonction de différents facteurs. Oui, le financement, la capacité politique. En pré-entrevue, on parlait aussi de tout le volet législatif qu'il y a là-dedans aussi, qui peut avoir des impacts. Fait que je pense que j'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce que ça représente dans ta vision à toi, les relations gouvernementales au niveau de l'écosystème global des OBN. en fait, je pense que la première chose dont il faut avoir conscience, euh, c'est que c'est normal, puis que c'est légitime, parce que, puis là, je vais prendre le terme de lobbying, mais le lobbying, il y a eu mauvaise presse il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait partie de l'exercice de la démocratie. Donc, je pense qu'il y a cette première notion-là qu'il faut avoir en tête. C'est normal, c'est légitime. Un gouvernement, et peu importe à quel palier on s'adresse, mais un gouvernement ne peut pas opérer en vase clos. Il faut qu'il puisse être en relation, il faut qu'il puisse échanger avec l'ensemble des organisations et des individus qu'il peut y avoir dans la société civile. Premièrement, il y a ça. Euh, Ensuite, bon, puis il y a la notion des différents paliers. Pour un organisme, pour un OBNL, souvent, le premier palier à qui on va vouloir s'adresser, c'est le palier municipal pour différentes raisons, mais il y a les différents paliers. Oui, municipal, régional, il y a Québec, il y a le fédéral, mais euh, au-delà de ça, il faut le regarder aussi sous l'angle puis je reviens sur un thème que j'utilisais tantôt, sous l'angle des titulaires de charges publiques. On ne s'adresse pas qu'à des élus, il y a de la fonction publique à qui on s'adresse, et Ouais. ce n'est pas que dans les villes ou au gouvernement ou dans les ministères au Québec où il peut y avoir, si on pense à des organismes communautaires, des fois, on va vouloir s'adresser à la santé publique. Et là, on parle de titulaires de charges publiques, ça peut être la même chose du côté des centres de services scolaires, puis il y aurait d'autres exemples que je pourrais nommer, mais c'est ça. On s'adresse à des gens qui ont qui sont titulaires de charges publiques, ça dit pas mal, là. Ils ont une responsabilité envers, avec une fonction plus précise des fois, mais envers la société, dans le fond, là, pour un bien commun, pour le bien public, là. Mais Après ça, d'ailleurs, donc, c'est des... Oui, puis après ça, je pense que l'autre chose qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que c'est quelque chose qui est régi par la loi, que ce soit la loi québécoise ou la loi fédérale, puis il y en a d'autres dans d'autres provinces aussi, si jamais la question se pose, mais c'est encadré par la loi. Je prends l'exemple de la loi au Québec, les OBNL n'ont pas
En fait, c'est que normalement, tous les gens qui essayent d'exercer une influence auprès du gouvernement, auprès des titulaires de charge publique, ils doivent normalement déclarer ça. Il y a un registre qui existe pour ça. Puis, en fait, il y a différents registres dépendamment au Québec. Il y en a un pour l'ensemble des titulaires de charge publique. À Ottawa, puis dans les autres provinces, il peut y avoir d'autres choses. Normalement, ça ne s'adresse pas aux organismes de bienfaisance, aux OBNL. Mais là, il faut en être conscient, c'est régi par la loi. Donc, il y a un cadre à l'intérieur duquel il faut fonctionner. Là. À titre de référence, puis on mettra le lien Oui. dans le texte. On a eu la chance d'avoir un représentant du commissaire du lobbying qui est venu participer à un de nos rendez-vous l'année passée. Donc, on a eu un peu plus d'informations sur les tenants et les aboutissants. Là. Effectivement, les OBNL ne sont pas tous tenus, mais certains sont tenus à le faire. Il y en a certains, oui. Il y en a certains qui auraient tout intérêt à le faire aussi. Là. Je pense qu'il faut être conscient. Ben, effectivement, puis même, ça m'est déjà arrivé, là, je m'en vais un peu à l'air, mais ça m'est déjà arrivé, même si un de mes clients n'y était pas nécessairement soumis, ça m'est déjà arrivé de lui recommander, non, non, regarde, sais-tu, on va s'inscrire quand même par transparence, puis il y a un signal, ça, que ça envoie à différents égards, donc il faut pas en être gêné. Puis je reviens, c'est normal, ça fait partie de l'exercice démocratique, il faut pas en être gêné de vouloir parler ou que ce soit les élus ou les autres intervenants partout dans les différents paliers gouvernementaux. Il ne faut pas être gêné de ça, c'est normal. Oui, il ne faut pas diaboliser le fait qu'on veut les influencer dans leur prise de décision. Là. Je pense qu'il y a un contexte qui se met là-dedans. Mais d'ailleurs, parle-moi donc de c'est quoi les particularités qu'on va avoir quand on va vouloir communiquer avec des instances gouvernementales? Parce que c'est pas comme communiquer avec le grand public, c'est pas comme communiquer, mettons, avec des PDG d'entreprises privées. Là. Non, non, effectivement. Quoique si on revient à la base de la même façon, on peut il y a différents types de publics, il y a différents types d'intervenants là, quand on fait des relations gouvernementales, mais on revient à la base, il faut se poser la question en fonction des objectifs qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce qu'on a besoin de leur dire? C'est quoi leur réalité? Parce qu'il faut s'adapter à la réalité du côté des élus, du côté et de leur personnel politique. Ça fonctionne à l'urgence, ça fonctionne à la dernière minute parce que c'est ça que l'agenda politique va imposer. C'est du plus long terme quand on va s'adresser à la fonction publique parce qu'il y a une autre réalité, il y a un autre rythme, il y a une reddition de comptes à faire. Donc là, ça, c'est juste deux exemples. Mais il faut pouvoir se poser toutes ces questions-là parce que chaque intervenant va avoir sa réalité, va avoir ses priorités. Puis tout ça, c'est légitime, mais il faut voir comment on s'insère là-dedans et comment qu'on parvient à faire passer notre message, mais comment qu'on parvient aussi à faire avancer ces projets, ces dossiers, que ce soit qu'on parle d'une modification législative ou réglementaire, qu'on parle d'un projet qu'on veut faire avancer avec l'aide du gouvernement, qu'on parle d'une demande de financement, qu'on parle de politique publique qu'on essaye de changer. À chaque fois, il y a des réalités qui sont différentes pour chacun de ces intervenants-là, puis il faut en avoir conscience dès le départ. Parce que quand je t'écoute, j'entends qu'il y a une mécanique. Il y a une façon de procéder. Moi, je rencontre des DG, je rencontre des CA, puis on dirait que leur objectif ultime, là, c'est de s'asseoir avec le ministre. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va être le plus efficace, s'asseoir avec le ministre. Si on parle des élus, là, mettons, on parle des élus provinciaux, mais c'est un peu la même chose avec les élus municipaux. On veut s'asseoir avec le maire, on veut connaître le maire, on va avoir notre 10 minutes avec le maire pour y faire notre pitch de vente. Là. C'est quoi les éléments importants pour les élus? Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle des hauts fonctionnaires, puis on va différencier les deux, là, vraiment. Oui. Ben, donc, les élus, puis leur personnel politique aussi, là, je les mets un peu dans le même bateau pour ce premier élément-là. Mais chef de cabinet, attaché politique, ou conseiller politique, mais effectivement, tout le monde veut les solliciter. Donc, leur temps est très, très, très limité. Donc, il y a un élément de flexibilité, honnêtement, auquel on ne sort pas. Faut s'y prendre à l'avance, puis on les prend quand on est capable de les attraper. Donc, il y a ça, mais il y a, oui, voir comment on est capable de faire des liens quand on s'adresse à eux, puis quand on leur présente des choses, que ce soit des messages à passer, des projets à faire avancer, tout ça. Oui, il faut trouver des moyens de le rattacher avec la priorité, leur agenda politique. Mais il n'y a pas que ça. Là. Ne vous oubliez pas à travers ça. Puis essayez de voir. N'oublions pas que c'est des gens qui sont là. Il y a le spectacle. Puis j'aime pas prendre le terme spectacle, là, mais il y a ce qu'on voit aux nouvelles qui est très, très, très condensé.
où on a besoin de marquer les esprits. Puis de l'autre côté, il y a la réalité qu'on voit pas lorsque les caméras sont éteintes, lorsque les feux de la rampe sont éteints. C'est des gens qui veulent servir, c'est des gens qui veulent aider, c'est des gens qui veulent faire progresser leur communauté. Donc, on peut quand même les rejoindre avec ça. Et ça, ce sont vos projets, vos objectifs. Il y a moyen de vous faire entendre avec ça. Mais après ça, c'est ça, les réalités sont très différentes. Il y a la question du manque de temps, il y a la question ils ont des redditions de comptes à faire. C'est si on regarde du côté des fonctionnaires, des fonctionnaires, puis peu importe le palier gouvernemental, il y a une reddition de comptes. Oui, effectivement, il y a des procédures à suivre. Euh, euh, il va y avoir des fois une séquence à respecter dans peut-être pas pour la présentation initiale d'un projet, mais ensuite dans les différents suivis à faire. Il va y avoir des périodes où on va s'adresser davantage à un intervenant plutôt qu'un autre. Il va falloir tenir les autres au courant. Donc, il y a une danse, effectivement, puis il y a une séquence là, qu'il faut suivre. Puis c'est une séquence qui peut changer des fois, parce qu'il y a des impératifs, il y a des imprévus, il y a l'agenda politique va changer à cause de l'actualité, à cause de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, c'est sûr qu'on passe notre temps à se réajuster en fonction de ça. Ouais, C'est une ben, stratégie qui bouge tout le temps en relation gouvernementale. c'est ce qui est intéressant de t'entendre parce qu'on n'a pas nécessairement cette conscience-là quand on voit, par exemple, une annonce ministérielle ou une annonce municipale là, de tout le avant. C'est pas un processus simple. Là. C'est un petit peu des gens comme vous, c'est à ça que vous servez en termes de conseillers là, en tant que tel. Oui. Écoute. Puis l'autre élément, je pensais à ça, mais l'autre élément que je rajouterais, c'est qu'on pense aux élus en termes de décideurs. Mais il y a plein d'autres intervenants autour qu'on peut influencer, à qui on peut vouloir s'adresser, qui vont devenir des alliés à travers ça. Puis on pense aux oppositions, puis on a l'impression qu'ils sont constamment dans des prises de bec, mais c'est des gens qui se parlent en dehors des caméras lorsque les micros sont pas là. C'est des gens qui font progresser des choses ensemble. Puis et donc il y a, puis ça c'est vrai du côté des oppositions, mais même du côté du pouvoir, que ce soit des conseillers municipaux qui n'ont pas nécessairement de poste au comité exécutif, ou que ce soit des élus à Québec et à Ottawa qui ne sont pas au Conseil des ministres, mais c'est des gens aussi qui peuvent vous aider à faire avancer des dossiers. Donc, c'est ces alliés-là aussi à qui il faut pouvoir parler. Puis là, je le prends encore du côté des élus, mais des alliés comme ça, il y en a aussi ailleurs dans la machine gouvernementale du côté des fonctionnaires. Puis il y a tout cet écosystème-là là, à qui on peut s'adresser. Il ne faut pas juste avoir le focus sur les ministres, sur les maires, les gens qui sont au comité exécutif des municipalités. Il y a plein d'autres gens autour qui peuvent s'intéresser aussi à vos projets, à vos dossiers. Écoute, j'ai eu la chance avec dernièrement de parler à certains élus, plus au niveau municipal. Puis oui. On parlait de la maladroitesse. Puis un peu des fois des gestionnaires qui se mettent les pieds dans la bouche quand ils approchent l'épicerie ou quand ils se font croiser dans un événement public. Là. J'aimerais ça que tu me reviennes et me dire, écoute, c'est quoi les comportements à adopter quand on croise un politicien et qu'on souhaite y passer des messages? Parce que il y en a qui se nuisent beaucoup plus qu'ils s'aident des fois dans certains événements, là, quand ils croisent le député ou quand ils croisent leur maire. C'est pas toujours c'est pas toujours idéal non plus. Ben, en fait, c'est très, très intéressant qu'on prenne le temps d'en parler sous cet angle-là parce que c'est, en fait, c'est que du côté municipal, c'est plus prononcé, c'est plus grave que pour les autres paliers gouvernementaux. Puis là, pour avoir, je suis un ancien avocat, mais je suis un ancien journaliste aussi, puis j'ai eu l'occasion de voir ça avec différentes lunettes. C'est des gens qui sont extrêmement sollicités. C'est des gens qui font un travail qui est très, très, très difficile et c'est des gens qui le font dans des contextes où ça peut être particulièrement ingrat. Puis là où ça va être le plus ingrat, souvent, c'est au palier municipal. Mais c'est des gens, c'est des individus, ils ont des sensibilités comme vous et moi, là. Donc, mais ils sont titulaires d'une charge publique, d'une fonction qui ne disparaît jamais.
Mais ils ont besoin de vivre leur vie de tous les jours aussi, d'aller à l'épicerie, d'aller chercher leurs enfants à l'école ou à la garderie. Parce qu'il y en a des jeunes élus, on en voit de plus en plus. Je pense entre autres au palier municipal. Ils ont besoin des fois de se retrouver avec leur conjoint, leur conjointe. Donc, il y a des contextes où, effectivement, par maladroit, tu sais, on peut peut-être juste vouloir les saluer, leur dire, hey, il faudrait qu'on se reparle de telle chose, mais ils ont très peu d'espace pour leur vie publique, donc pour la vie privée, pardon. Donc, je pense qu'il y a un élément là où il faut en être conscient, puis il faut être capable de ramener des notions il faut rester respectueux avec eux. Peu importe qu'on soit sur la même page politique ou pas, puisque je prends sous un angle partisan, mais il n'y a pas que des angles politiques, partisans quand on fait de la politique, mais il y a des notions de respect qui ne doivent jamais s'en aller. On leur adresse pas la parole comme si c'est n'importe qui. Donc, je pense qu'il y a ça. Puis il y a des fois, effectivement, où c'est pas le moment, mais on peut mais ça se fait de juste leur rappeler de hey, il faudrait vraiment qu'on se reparle de telle chose. On peut-tu juste se trouver un moment? Puis bon. Mais effectivement, il y a un contexte dans les dernières années où c'est devenu de plus en plus ingrat faire de la politique, être un élu. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de s'en rappeler, puis ramener ce respect-là dans les conversations qu'on peut avoir qu'on peut avoir avec eux. Donc je pense que il y a des fois où on est maladroit, mais il y a des fois où c'est juste pas le bon timing. Mais peut-être que c'est juste de leur dire c'est ça. Faut qu'on prenne le temps, faut qu'on s'en reparle, fixons-nous un moment, puis parce que c'est ça, ils ont droit à leur vie en dehors de la politique, puis il faut le préserver parce que sinon on n'en aura plus des politiciens qui ont d'allure. Là. Je vais me permettre de le dire comme ça. Là. Ouais. Sinon, il n'y a pas de personnes qui vont être là pour les bonnes raisons. Disons, c'est surtout ça, moi, ce que je vois. Là. Mais d'ailleurs, parlons des outils aussi. Un mémoire, c'est encore efficace un mémoire? Parce que ça demande, il y a des OBNL avec des équipes réduites, là, que déposer un mémoire, ça leur demande énormément de ressources. Mais est-ce que ça vaut encore la peine de travailler là-dessus? Il y a d'autres moyens que ça. Il y a différentes choses qu'on peut regarder. C'est sûr que déposer un mémoire formellement puis essayer d'aller en commission parlementaire ou être convoqué en commission parlementaire, ça peut être drôlement. Puis là, je prends le cas parlementaire, mais il y a des consultations aussi du côté municipal. Là. Faut pas le négliger. C'est sûr que ça peut être intéressant, mais après ça, une lettre plus courte, plus concise, mais qui est efficace sur l'argumentaire qu'on veut faire, ou un courriel, puis je dis lettre, donc on va l'envoyer par courriel dans le fond avec en PDF. C'est des choses qui peuvent se faire, des rencontres pour faire le point très rapidement, puis faire une mise à jour sur certaines choses ou pour, hey, écoute, ne serait-ce que pour passer des messages, c'est des choses qui peuvent se faire. Il y a des rencontres plus formelles où on va être capable d'avoir une présentation qu'on leur laisse. Puis ça, donc, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser autour. Il n'y a pas que le mémoire, il n'y a pas que que les mécanismes officiels de consultation. Tout va être une question faut le réanalyser à chaque fois en fonction, oui, des ressources qu'on a, effectivement, mais en fonction des fois, un mémoire, quand tu n'as pas beaucoup de choses à dire, OK, peut-être que juste la lettre va faire l'affaire. Puis, et c'est tout aussi efficace. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut moduler en fonction du contexte. Là. Ou le coup de téléphone. Ou... Tout ça se peut. Là. Si on continue sur les outils, écoute, oui. Il y en a qui ont tendance à croire qu'à chaque fois qu'ils veulent faire passer un message, il faut qu'ils sortent dans les médias. Donc, ils vont souvent en se disant, ben, écoute, si les journalistes en parlent, ça va mettre plus de pression sur le politicien. Est-ce que c'est une façon efficace de toujours, de temps en temps, je peux comprendre sur des enjeux plus spécifiques, sur des crises, mais il y en a il y en a qui vont créer des crises en faisant ça. Oui, effectivement. Des fois, on peut créer des crises ou créer des inconforts, puis on peut se tirer dans le pied plus que d'autres choses. Mais souvent, c'est qu'en fait, il va y avoir une dualité. Puis il y a un tango à respecter entre ce qu'on fait directement, quand on parle directement aux titulaires de charge publique et quand on essaie de passer des messages du côté médiatique. Et des fois, ça veut pas dire qu'on se prive d'aller dans les médias, mais des fois, il faut peut-être avoir un peu de modération, mais c'est pertinent de rester présent dans l'écosystème ou de rester présent dans la sphère médiatique, autant pour la partie gouvernementale que même la partie médiatique, parce qu'on veut demeurer présent puis faire savoir que les médias vont. Donc, il y a
que les médias peuvent compter sur nous. Oui, donc il y a cet angle-là qui est à respecter. Puis des fois, oui, une question de dosage, ou des fois, oui, effectivement, c'est mieux de OK, non, on va pas réagir du côté médiatique. On va passer ce message-là, il est plus difficile à passer, puis mais on va le passer en privé. Parce que si je le ramène à sa plus simple expression, là, du côté politique, une des choses qu'il déteste le plus, c'est être pris par surprise. C'est être pris au dépourvu. Et donc, puis ça veut pas dire qu'on se prive du volet médiatique, mais des fois, ça vaut la peine effectivement de l'éviter pour passer le message autrement. Puis, on saisira d'autres occasions à ce moment-là de garder la présence médiatique. Bon, là, on tombe dans le sujet de notre autre capsule qui était plus les relations Oui, publiques. Je pense qu'il faut effectivement. connecter les deux parce que les deux ne sont pas indépendants. Là. C'est pas indépendant. En fait, souvent, s'il y a un dossier qu'on discute avec du côté gouvernemental, des fois, il faut qu'on va utiliser le volet médiatique pour préparer ce qu'on appelle la piste d'atterrissage. fait que ça marche ensemble. Ça marche ensemble, les deux choses. D'aéroport. Mais là. Oui, aussi. En fait, j'aurais une dernière question pour toi. Oui. Les relations gouvernementales, c'est du long terme. Ça se fait sur les mois, les années. On a parlé dans l'autre capsule de retour sur investissement. Comment on fait pour outiller les équipes, puis documenter les actions et les démarches aussi, quand on s'en va dans le temps, où il y a des rotations dans nos équipes, où il y a des changements au conseil d'administration? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça devient viable dans le long terme? Bien, c'est sûr que les démarches qu'on fait, que ce soit de la communication écrite ou une rencontre ou autre chose, c'est sûr qu'on va vouloir garder des traces de ça. Donc, conserver les lettres, conserver les correspondances par courriel, tout ça, on va vouloir le conserver. Si on est dans une dynamique où ça se fait, parce que ça peut arriver qu'on parle à des intervenants par texto, ça devient plus difficile à documenter, mais c'est sûr qu'on va vouloir garder ces traces-là. Et là, à ce moment-là, ben, ça prend, lorsque des échanges gouvernementaux, au-delà de ce qu'on va vouloir faire de comment on va le documenter et le conserver, l'archiver du côté d'une permanence, par exemple, il y a un minimum de reddition de compte ou de reporting, si je peux me permettre l'anglicisme, qu'on va vouloir faire aussi du côté du conseil d'administration pour qu'il y ait ces traces-là aussi. Mais il y a toute une préparation puis des outils aussi qu'on va vouloir faire pour être sûr qu'on s'adresse aux bons intervenants, puis qu'on est bien outillé. Souvent, on va vouloir parler de cartographie pour voir, OK, c'est qui les intervenants pertinents, qui est clé, qui est en appui, qui est un allié. Et puis là, c'est vrai du côté politique, du côté des attachés, du côté de la fonction publique, mais il y a différents types d'outils comme ça, effectivement, qu'on va vouloir conserver et tenir à jour, parce que les gens changent de chaise des fois. Mais effectivement, c'est des choses qu'on prépare, qu'on documente, et il faut se conserver des traces de ça. Puis c'est pas nécessairement pour se protéger, c'est juste pour rester au courant des échanges puis des rencontres qui ont eu lieu pour qu'on garde le fil, parce que ce sont des situations qui évoluent tout le temps. Donc, de la même façon, même du côté médiatique, comment un dossier évolue ou qu'est-ce qui se dit sur un sujet donné, faut le documenter, faut le conserver ou faut le voir passer à mesure que ça se passe dans l'actualité pour en avoir conscience, puis le conserver en tête dans les conversations ou les échanges qui vont suivre. Là. Donc, c'est toutes ces démarches-là, effectivement, c'est des réflexes, une méthode qu'il faut se donner. Puis il peut y avoir différentes variantes, mais c'est ça, c'est une méthode à suivre là, pour que la mémoire institutionnelle existe. Oui, merci beaucoup. Écoute, ça va être très utile aux gens qui ont l'habitude de nous écouter. Je vous rappelle que Mathieu a l'occasion de donner certaines formations sur les sujets relativement, entre autres, relations de presse et relations publiques. Je vous invite à participer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer
et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.